Excellence Magazine. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Excellence Magazine qui reçoit pour vous sur ces plateaux des circonstances un ancien député national et vice-président du centre de Germain Kombinga. Il s'agit de Freddy Audangba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Il y a quelque chose que j'ai oublié par rapport à votre présentation? Non, ça va. Bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup. Alors, vous suivez les débats autour des réformes électorales enclenchées déjà en prévision des élections de 2023. Comment l'évaluez-vous à ces stades? Vous savez, ce qui est mauvais dans notre pays, souvent les lois sont taillées sur mesure, alors que les lois doivent être impersonnelles. À ce stade, vous voyez, les confessions religieuses sont butées devant une impasse, tout simplement parce qu'il y a des germes qui entourent cette loi-là. Et il faudrait, à mon avis, au lieu d'aller dans le forcing comme on le fait, ou soit chercher la voie de vote, il faudrait faire tout pour trouver un consensus autour de cette désignation, notamment, je vais parler du président de la CENI. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des germes. C'est quoi ces germes déjà dont vous faites allusion? Bon, vous savez, les germes, c'est parce que jusque-là, les 8 confessions religieuses n'arrivent pas à s'entendre. Alors qu'ils ont des textes de loi avec eux. Cela veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et cette loi-là, vous vous souviendrez qu'une partie de l'opinion avait critiqué la façon où la loi a été votée. Et on a souhaité que la CENI soit totalement dépolitisée. Mais malheureusement, bon, la loi a été votée, promulguée. Mais nous nous butons devant un problème que les 8 confessions religieuses sont dans une impasse où vous ne savez pas se mettre d'accord sur le choix d'une personne. Donc, c'est ça. Alors, les 8 confessions religieuses réunies au sein de la plateforme des confessions religieuses ne sont pas de commun accord en termes de désignation des futurs animateurs de la centrale électorale. Vous suivez les débats, vous savez que parmi ces chefs d'église, il y a 6 chefs qui ont déposé leur PV à l'Assemblée nationale. Mais à ce stade, est-ce qu'il faudrait prendre en compte ces PV ou les récuser? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'Assemblée nationale fasse? Moi, je pense que les questions qui ont une influence sur la vie de la nation doivent, ne coûte que coûte, trouver un consensus. Il ne faut pas forcer. Les 6 confessions religieuses ne peuvent pas s'en passer de 2 autres confessions qui ne sont pas les moindres. Nous avons étudié autrefois, on disait, il y a des cours de pondération. Vous pouvez avoir 10 matières à présenter à l'examen d'État, mais si vous échouez dans un cours, coûte que coûte, vous devez reprendre la salle. L'Église catholique, à travers la Synco, les protestants à travers les CC, quand vous les mettez ensemble, c'est presque 80% de la population de notre pays. Et il ne faut pas voir que bon, il y a 6 confessions religieuses qui constituent la majorité et 2 autres sont minoritaires. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas voir le problème de cet angle-là. La majorité, entre guillemets, c'est quand même les 2 autres confessions qui, jusque-là, ne sont pas encore d'accord avec la démarche. Alors, moi, je pense que il faut leur donner du temps pour trouver un consensus. S'il n'y a pas du temps, bon, enfin, s'il y a une impasse qui persiste, je pense qu'ils ont fait le choix d'entrer en contact avec le président de la République, qui constitutionnellement, c'est lui qui est le garant des institutions. Et je pense qu'autour du président de la République, on peut trouver une issue. Mais qu'est-ce qu'on devait attendre si, par exemple, le président de la République arrivait à accorder cet entretien avec le duo ECC-Synco pour le départager par rapport à cette question des désignations de leurs délégués à la CENI? Bon, je n'entre pas dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais vous souhaiterez?
Le président de la République, c'est une institution. Il a au moins une centaine de conseillers autour de lui. Toutes les plateformes politiques confondues, toutes les provinces confondues autour de lui. Je pense qu'à ce stade-là, ils doivent nécessairement trouver une issue, puisque constitutionnellement, il est reconnu d'arbitrer de conflits quand il y a des institutions ou bien quand il y a autour de lui les deux institutions n'arrivent pas à s'entendre. Mais en termes de temps, vous ne pensez pas que ça pourrait impacter l'organisation des élections dans les délais? Il faut faire attention. On parle toujours du temps. Il faut donner le temps au temps. Chez nous, les Bangala disent que Mokolomoko est pour Sakanjokute. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'on court derrière le temps. Les élections dans notre pays, nous les avons connues 3 fois. Mais toutes les élections ont posé des problèmes. Et comme on dit, même cause les mêmes effets. Nous craignons que les effets du 4e cycle électoral peuvent être plus pires que les 3 autres. Nous avons connu le 1er cycle en 2006, il y a eu des problèmes. Il y a eu la guerre ici à Kinshasa. Le 2e cycle a été contesté. Le 3e cycle, mêmement. Alors, le 4e cycle, tout Congolais veut que ce soit des élections inclusives, apaisées et acceptées par tous. Quand vous perdez, le gagnant, il doit savoir qu'il a gagné et que le perdant doit souhaiter la chance à celui qui a gagné. Mais selon chez nous ici, voilà, la vérité des urnes, tout est contesté. D'après les 3 cycles que nous avons traversés, il y a eu des problèmes de contestation énormes. Cette fois-ci, il faudrait que la classe politique congolaise fasse tout pour nous épargner des violences pendant et après les élections. Alors, face à cette sorte d'impasse, les centres, par le biais de son président Germain Kambinga, a prétendu avoir une solution pour sortir de cette sorte de blocage. Quelle est donc cette recette que vous voulez proposer pour mettre tout le monde d'accord? Bon, nous avons 2 propositions. Soit il faut revenir sur la loi. Il faut revenir sur la loi, réécrire la loi. Ce n'est pas trop ça, réécrire la loi, marquer que c'est promulgué. Même la Constitution, on la réécrit aussi. Il n'y a pas de problème. Soit réécrire la loi, ou bien, si ça ne va pas, chaque groupement envoie ses délégués à la centrale et les délégués votent le président de la centrale. Ça aussi, c'est une des propositions que nous pensons que ça peut éviter la dépolitisation extérieure vis-à-vis de la centrale. Vous estimez qu'à ce stade, il y a possibilité de revenir en arrière, c'est-à-dire réécrire, comme vous dites, la loi sur la CENI? Bon, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais si ça ne va pas, si le consensus, ça ne va pas, alors, nous proposons encore une autre 3e voie, que chaque composante envoie ses délégués, la société civile, l'opposition, la majorité, et les délégués autour d'une table choisissent leur président. Ça peut épargner beaucoup de problèmes. Mais lorsque vous faites ces propositions, vous vous tenez compte du temps qu'il reste pour la tenue des élections? Mais ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas seulement la loi sur la CENI, il y a aussi la loi électorale qui n'est toujours pas encore débattue. Oui, mais justement, le problème, on est bloqué là parce que le président n'est pas encore sorti. Alors, si on peut inverser les choses, d'abord qu'on aligne les délégués et que les délégués sortent leur président, je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais d'après vous, où se situe la pomme des discordes entre les confessions religieuses? Jusque-là aussi, je pense que ce sont eux qui gèrent les dossiers, les confessions religieuses. Nous avons suivi les déclarations de leur rapporteur qu'il y a eu des intimidations, qu'il y a eu des pressions, qu'il y a eu tentatives de corruption.
Alors, vous voyez, quelqu'un qui doit gérer la centrale que nous attendons, qu'il doit proclamer les résultats comme tels. S'il y a déjà des suspicions, ça pose le problème de crédibilité et de moralité. Puisqu'on parle toujours de réformes électorales en vue des élections 2023, vous avez certainement suivi la récente sortie médiatique de Moïse Katumbi qui a évoqué plusieurs questions, notamment la loi Tchani. Il n'est pas d'accord quant à ce. Et vous, c'est quoi votre position? Comment évaluez-vous cette sortie médiatique de Moïse Katumbi? Bon, moi, je n'appelle pas ça une sortie médiatique. Sur cette question de la loi Tchani, je pense que tout le monde s'est prononcé, même le président de la République. Même l'Union sacrée. Entre autres, vous parlez de Moïse Katumbi, qui n'est pas le moindre dans ce regroupement. Du côté de la société civile, y compris l'opposition, tout le monde s'est prononcé. Nous sommes dans un pays démocratique, un état de droit. Tout le monde peut émettre un avis. Mais la question est de savoir, est-ce que maintenant, à l'ère où nous traversons, le problème le plus urgent, le plus prioritaire, c'est cette loi-là. Et la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est quoi? Je pense qu'il faudrait un peu mettre ça dans le tiroir. Nous avons des urgences. L'insécurité à l'Est. Le social des Congolais. La scolarité de nos enfants. La santé des Congolais. Ce sont des urgences. Donc vous estimez qu'il n'y a pas opportunité de débattre sur ces sujets? Je me rallie à tout le monde. J'ai dit que même le président de la République, même le président de la République a dit que ce n'est pas opportun. Même le président de la République l'a dit. Très bien. Le centre a fait appel à une conférence dite des vérités et des réconciliations. Où en êtes-vous déjà depuis votre dernière sortie médiatique? Bon, vous appelez toujours de sortie médiatique. Oui. Nous revenons sur des déclarations qui sont fondées. Pendant son investiture au mois de février, le président de la République avait souhaité qu'il y ait une réconciliation entre les Congolais. Alors, maintenant, ça fait bientôt 3 ans. Et quand vous suivez maintenant les Congolais, des fois, vous êtes dans un arrêt de bus, vous êtes dans un transport en commun, vous êtes dans un bureau, il y a le germe de méfiance entre les Congolais qui commence à énerver. Hein? Alors, nous pensons qu'il est grand temps que cette conférence-là, de vérité et de réconciliation, puisse avoir lieu pour refroidir, pour apaiser les esprits. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait pour que cette conférence ait lieu? Nous avons soulevé notre voix. Sur terrain. Nous avons soulevé notre voix et nous sommes en train de sensibiliser nos partenaires. Et rien n'empêche, hein, nous cherchons même à rencontrer le président de la République, qui est notre président, pour que nous puissions lui faire voir la nécessité de cette option qu'il avait prise dès le départ, que le moment est venu et il faudrait en tout cas convoquer, peut-être, si pas à court terme, mais à moyen terme, puisque le temps n'est plus notre ami. Il y a déjà bientôt, ça fera 3 ans qui vont écouler. Il faut que cette conférence, malheureusement pour les Congolais, ceux qui sont dans les affaires, ils pensent que quand on parle d'une table ronde, pardon, à travers la réconciliation, ou bien à travers un dialogue, les gens pensent que vraiment qu'on va dégrainer de notre pouvoir, on va dégrader d'une partie de notre autorité. Non, le gouvernement reste là. Mais rien n'empêche qu'avec les signes qui témoignent qu'il y a quand même la méfiance entre les Congolais, rien n'empêche qu'on puisse organiser cette conférence qui a servi beaucoup dans d'autres pays, qui a réconcilié les esprits dans d'autres pays pour que les Congolais puissent
hein, se calmer un peu et c'est renouveler encore une fois la confiance autour de leur gouvernement, autour de leur président et autour d'eux-mêmes. C'est très nécessaire. Mais pourquoi dans cette démarche du centre, certains observateurs y voient les désirs de vous refaire une santé politique? Mais nous sommes politiques. Nous ne pouvons pas nous enterrer nous-mêmes. Hein? Nous sommes une partie, une plateforme politique et nous avons un mot à dire sur la vie politique de la République. On ne peut pas nous étouffer. On ne peut pas nous étouffer. Nous avons notre point de vue à nous exprimer et ça, personne ne peut nous interdire. Donc ce n'est pas dans l'idée de se refaire une santé politique du genre... Non. Ceux qui gèrent, ils ne gèrent pas pour eux, ils gèrent pour nous. Quand vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous-même. Alors nous avons le droit des regards, d'apprécier, d'observer, de critiquer et de juger ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est à eux de prendre ça en compte parce que c'est pour leur profit aussi. Donc vous ne le faites rien que pour l'intérêt de la nation, c'est ce qu'on oui, essaie de comprendre. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger. Là, il y a un danger qui guette la République. Le régionalisme, le tribalisme, le clanisme commencent à refaire surface. Ça, ce n'est pas un secret pour personne. Ce n'est pas un secret. Un autre point, c'est l'état des sièges qui a été prorogé pour la 6e fois. Comment évaluez-vous cette opération sur terrain dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri? Bon, je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Cette insécurité n'a que trop duré, bientôt 20 ans. On a tenté toutes sortes de démarches, mais si aujourd'hui on a pensé à un état de siège, l'idée n'est pas mauvaise, mais à mon avis, il reste encore beaucoup de choses à faire. Je pense que l'évaluation qui a été faite au niveau de l'Assemblée nationale, qui continue d'ailleurs, je pense qu'à l'issue de ça, on va sortir un nouveau schéma qui doit être beaucoup plus contraignant pour essayer d'attaquer les racines de cette insécurité. Parce que l'insécurité est tellement enracinée. Il y a des implications internes, il y a des implications externes, il y a des implications militaires, il y a des implications communautaires. Donc c'est vraiment un chantier qui est tellement miné, donc il faut un peu du temps. Doit-on continuer à proroger l'état des sièges ou s'arrêter là, à cette 6e prorogation? S'arrêter là, donc c'est un échec. S'arrêter là, moi je dirais que c'est un échec. J'ai dit que l'évaluation qu'ils ont fait au niveau de l'Assemblée, ça doit édifier les parties prenantes pour sortir un schéma qui doit s'attaquer aux racines même de cette insécurité. S'arrêter maintenant, ce n'est pas une solution. Après plus de 100 jours, comment jugez-vous les bilans du gouvernement Sama Lukonde? Bon, cette notion de 100 jours, chez nous, c'est un peu difficile. Hein? Est-ce que vraiment vous allez apprécier l'action gouvernementale dans 100 jours? Je trouve que ce peut laisser ces gens-là un peu du temps. Hein? Laisser ces gens-là un peu du temps. 6 mois, c'est même pas au moins une année. Une année, puisqu'ils ont plusieurs piliers. Hein? 15 piliers. Oui, ils ont plusieurs piliers. Dans 3 mois, ça sera trop peu pour les évaluer. Est-ce qu'il y a des éléments positifs déjà enregistrés? Bon, ils ont la bonne foi. Hein? Ils ont la bonne foi. La bonne foi nécessaire. Dernièrement, par exemple, les prix des avions ont été revus à la baisse. Ça vous a réjoui? Oui, je pense que pourquoi pas. Pourquoi pas? Il y a des gens qui ont eu de sérieux problèmes pour voyager ici. J'ai appris que le taux de fréquentation a passé de 40 à plus de 80%. C'est déjà un point positif. Nous sommes du centre. Quand il y a quelque chose qui va de gauche ou à droite, nous disons oui. Si ça ne va pas, nous disons aussi non.
Et nous sommes libres selon notre idéologie. Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement Sama Lukonde? Je vous ai dit, il y a des choses prioritaires dans notre pays. Il y a l'insécurité à l'Est. C'est une priorité des priorités. Il y a le social du Congolais. Les Congolais, je vous ai dit, quand vous vous arrêtez quelque part dans un arrêt de bus ou vous êtes dans un transport en commun, les gens souffrent. L'argent ne circule pas. Les gens souffrent. Le problème de la santé, l'accessibilité à la santé géographique et aux soins même, ça pose un problème. Même la scolarité, ça a démarré, mais ça n'a pas encore atteint la vitesse croisière. Il y a encore des enseignants NP qui ne sont pas encore payés, il y a encore de nouvelles unités qui ne sont pas encore payées. Par conséquent, au niveau primaire, il y a certaines écoles qui sont obligées de demander quelque chose aux parents parce que tous les enseignants ne sont pas payés. Donc, ça, ce sont des priorités. Nous attendons de ce gouvernement que ces principaux problèmes soient réglés. Et ça sera bon pour la République, ça sera bon pour le gouvernement. Dans notre volet, quelle lecture faites-vous des différends qu'il y a entre le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et l'inspection générale des finances sur les modalités des paiements des intervenants du TENAFEP? Bon, vous savez, j'ai suivi ça. Je pense que l'IGF, il suit les normes, le respect des normes. Comment on peut sortir l'argent de la banque pour atteindre la destination. C'est quand même à peu près une trentaine de milliards. Ça doit aller dans le coin et les recoins de la République. Moi, je me demande de sortir tout cet argent ici, en francs congolais, amasser ça ici, et commencer à affréter des avions. Ce sont des frais supplémentaires pour les envoyer dans les provinces, et les provinces dans les territoires dans les secteurs dans le groupement. Je pense quand même que ça sera plus facile que cet argent va par la voie bancaire dans les provinces que de retirer tout ici et de chercher à comment faire parvenir ça. Mais après cette sortie médiatique musclée du ministre de l'EPST, ne pensez-vous pas que l'action de l'IGF pourrait être fragilisée? Non, non, c'est un homme qui est courageux. Ils sont immunisés pour ça. Moi, je pense qu'il faut laisser un peu que ce monsieur... Je sais qu'il faut recadrer le travail de l'IGF pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Un travail humain a toujours des points positifs et des points négatifs. Mais jusqu'aux preuves du contraire, il faut laisser à l'IGF faire son travail. Mais il faut recadrer cela. De temps en temps, nous entendons que le travail dont les conclusions ne sont pas encore à la portée de l'intéressé, et c'est déjà dans les réseaux sociaux. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et il faut éviter qu'il y ait des règlements de comptes dans tout ce qu'on fait. Il faut que ça soit objectif. La démarche soit objective. Pour moi, c'est... L'évolution de l'état de droit en République démocratique du Congo, comment les centres les conçoivent aujourd'hui? Bon, c'est un chemin de longue haleine. Hein? L'état de droit, on ne va pas le construire du jour au lendemain. Les acteurs de l'état de droit, vous avez tout un amalgame de gens, vous avez la police, vous avez les militaires, vous avez les gens des renseignements, vous avez les juges, vous avez ceci. Il y a certaines catégories de gens, il faut vraiment renforcer les capacités pour qu'ils agissent dans le respect d'un état de droit. Donc c'est un travail qui n'est pas aussi facile. Par-ci, par-là, on attend encore de violations qui persistent. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore
des violations qui persistent. Donc, il y a encore du pain sur la planche. Le gouvernement, le pouvoir actuel doit travailler beaucoup sur les droits de l'homme. À mi-parcours du mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment les centres établis ou dressent les bilans du chef de l'État? Est-il positif ou négatif? Bon, c'est comme j'ai dit, hein, le bilan, en tout cas pour le président, il est un peu mitigé. Mais il a la bonne volonté. On sent de lui, il a la bonne volonté. C'est comme il dit qu'il a tout un conglomérat. Hein, autour de lui, il travaille avec lui. Il a beaucoup de partis politiques, beaucoup de plateformes, beaucoup de personnes d'origine différentes qui sont venues des diasporas, qui sont d'ici. Et il doit faire une équipe qui doit avoir une même vision, qui doit regarder dans la même direction. C'est ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Et le bilan sera bien sûr endossé sur son dos, mais quelque part, il sera partagé avec l'équipe qui l'accompagne. Le bilan jusque-là est encore mitigé. Le FCC qui l'a accompagné avant? Oui, bon, tout le monde va justifier sa partie. Hein, ça, il faut être clair avec le FCC. Ils ont travaillé ensemble, ça n'a pas marché. Et maintenant, ils ont constitué l'union sacrée et nous attendons aussi. C'est pour ça que je vous ai dit que dans 100 jours, on ne peut pas encore mesurer l'ampleur de ce gouvernement. Je parlais du président de la République. Vous avez dit que son bilan était mitigeux. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour les restes d'années qu'il améliore, par exemple, dans son bilan? Non. C'est le président de la République. Pendant la campagne, il avait déjà un programme. Pendant l'investiture de son gouvernement de coalition avec FCC, ils avaient un programme du gouvernement. Maintenant aussi, ils ont 13 piliers. Ils doivent s'attaquer à cela, notamment l'insécurité. Beaucoup d'argent va à l'Est pour l'insécurité, mais on continue à compter les morts. Ils doivent s'attaquer à cette sécurité-là. Il doit s'attaquer au social des Congolais. Les Congolais se plaignent beaucoup. Il doit s'attaquer à la santé. Il doit s'attaquer à l'enseignement. Il doit s'attaquer aux infrastructures. Les routes. Même ici à Kinshasa, il n'y a pas de routes. Hein? Vous avez des embouteillages qui commencent du matin au soir, du soir au matin. On ne peut pas programmer quelque chose maintenant. Ici, vous quittez à 5 h du matin, vous arrivez à 10 h, à 11 h. Vous faites erreur pour sortir vers 8 h, vous avez perdu toute la journée. Donc, les priorités sont dans son programme et il doit s'attaquer. Et ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. En société, il y a une situation qui complique la jeunesse. Cette drogue en vogue dénommée Bombé. Qu'est-ce que le centre entend faire justement pour sensibiliser la jeunesse congolaise? Bon, vous savez, tout ça, c'est le manque d'encadrement. Quand les gens ont beaucoup de problèmes, quand les gens n'ont rien à faire, et surtout la jeunesse qui est majoritaire dans notre pays, et ils se livrent maintenant à des pratiques telles que la toxicomanie. Hein, je suis en train de suivre ça. Si on ne cadre pas, si on n'arrête pas ça maintenant, ça sera pire. Comment arrêter? Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour que... Il faut récupérer tous ces jeunes désœuvrés. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'occupation, qui ne sont pas encadrés. Et ils sont sur la rue, hein, même les parents n'ont rien à dire sur eux. Donc il faut encadrer ces jeunes et les sortir de cet état-là. Parce que s'ils continuent à être comme des électrons libres, sans encadrement, le pire va arriver. Alors, ça sera peut-être ma dernière question. Comment les centres se préparent pour les élections de 2023?
Non, nous sommes en train de nous préparer, d'organiser nos bases, de sensibiliser les bases, puisque en 2018, nous avons connu un mauvais tour, nous pouvons dire comme cela. On a travaillé beaucoup, on a eu 145 000 voix. Il nous manquait quelques trentaines de mille de voix pour avoir 180 000 et atteindre le seuil, mais on n'a pas eu le seuil. Alors maintenant, nous devons retravailler. Je suppose que cette histoire-là de seuil sera écartée, parce que ça n'a pas payé, Et nous battons pour organiser nos structures de base. Les centres toujours au FCC ou vous êtes restés les centres? Pour le moment, nous sommes dans le FCC. Et avec l'idéologie centrisme. Et après, peut-être vous changerez d'opinion, non? Non. Avant 2023 bon, écoutez, on ne change pas pour changer. Même au niveau des FCC, il y a des réformes qui sont en cours. Bientôt, je pense que le comité de crise va mettre ça sur la table. Nous allons voir qu'est-ce qui a été changé. Si Comme nous avons autrefois choisi librement d'entrer au FCC, nous allons voir les réformes qui sont... Si vous êtes d'accord avec ces réformes, vous restez. Ouais. Et si vous ne l'êtes pas, vous claquez la porte. Bon, on va voir. ça c'est trop tôt pour le dire. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Alors, vous allez passer votre message en une de langue nationale. Nalingi na yebisa bandeko bana mboka ba congolais te mboka na biso ezali héritage monene oyo bato babunela biso lipanda batikela biso na mikolo bwindenge mboka za kotambola insécurité na este awa na kati na mboka bato bazali komilela nzala ba maladie de la COVID-19 oyo bobaza ko parler yango malade monsieur soko buma koleka meme yango makambo ya classe ya bana nazo ko senga na ba congolais makambo ya tribalisme germe ya tribalisme oyo e bandi komi manifester na kati ya ba congolais to tika yango to garder bon moko na biso to pesa na chance na bayo basé na pouvoir o nyonso baza ko sala pa basilisa insécurité na est soki longi ezali malamu pona biso nyonso tout mbongo zokende kuna pona ko bunisa bitumba kuna ko sisa insécurité e ko kena na ba misala misusu toza kolela abwe donc totika na bomoko c'est plus que comme de la na kati ya division. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Excellence Magazine est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir. Excellence Magazine. Excellence Magazine.